1966. Compte commun: 5 fossoyeurs, un vendeur de machines à coudre et des jeunes faisant du parking dans un endroit discret. Ils vivront tous le moment le plus marquant de leur vie en Virginie occidentale. Même si pour certains leurs histoires sont totalement différentes, tout indique qu'elles sont bel et bien liées. Roulant sur l'autoroute en pleine pluie le 2 novembre 1966, Woodrow Derenberger, un père de famille de 50 ans vivant à Mineral Wells en Virginie occidentale, rentre d'un voyage d'affaires. Il est au volant de sa camionnette Chevrolet en direction sud vers 19h environ. L'ambiance est sombre, la route glissante et la circulation quasiment inexistante. Soudain, une voiture qui roulait devant lui accélère et disparaît. Au même instant, Derenberger remarque une masse sombre dans son rétroviseur. L'objet dépasse la voiture à toute vitesse, se rabat devant sa camionnette et ralentit brusquement. Derenberger est alors forcé de freiner de toute urgence pour éviter un carambolage. Ce qui se trouve devant lui n'est pas un camion, n'est pas une voiture, mais un vaisseau en forme de cylindre allongé, souvent comparé à un cigare ou à un globe de lampe de pétrole. C'est d'un gris anthracite, c'est sans hublot, ni lumière apparente, mesurant une dizaine de mètres de long. L'engin lévite à une vingtaine de centimètres au-dessus de l'asphalte et sur le flanc de l'appareil se dessine une ouverture. Un homme en sort et s'avance du véhicule de Derenberger, tandis que le vaisseau se décale légèrement sur la gauche, flottant toujours au-dessus de la route. L'homme qui s'approche de la vitre côté passager n'a pas de l'air d'un monstre reptilien ou d'un petit gris. Il a une apparence humaine, mais ses traits provoquent un profond malaise. Il mesure environ 1m80, il semble peser environ 85 kg, avec une carrure humaine tout à fait normale. Il a la peau sombre, très bronzée ou basanée, des cheveux bruns peignés en arrière et des traits lisses. Son visage est mangé par un sourire immense, éclatant, totalement figé. Pendant toute la rencontre, ce sourire ne quittera jamais son visage. Ça lui donne un air de mannequin ou comme s'il portait un masque. Il porte un long manteau sombre, parfois décrit avec des reflets bleus ou verts, en tissu apparemment métallique, boutonné jusqu'au cou. En dessous, on devine un pantalon de la même matière brillante. L'homme s'approche de la portière droite. Derenberger, qui est totalement terrifié mais fasciné, baisse sa vitre. C'est alors que l'être lui parle, sans jamais ouvrir la bouche. Sa voix résonne directement, clairement, dans la tête de Derenberger. N'ayez pas peur, nous ne vous voulons aucun mal. Nous venons d'un pays qui est bien moins puissant que le vôtre. Indrid Cole demande alors à Woodrow Derenberger de baisser sa vitre davantage. Il va pointer du doigt les lointaines lumières de la ville de Parksburg. Comment appelez-vous cela là-bas? C'est une ville, la ville de Parksburg. Une ville? Chez nous, nous appelons cela un rassemblement. L'entité continue de poser des questions qui semble témoigner d'une incompréhension totale des concepts terrestres de base. Que faites-vous pour vivre? Je suis vendeur. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'un vendeur? Eh bien, j'échange des objets contre de l'argent. Je vends des machines. Je vois. Moi, je suis un chercheur. Au bout d'environ 5 à 10 minutes, l'entité va dire à Derenberger qu'il doit quitter car il voit les phares d'une voiture s'approcher au loin. N'ayez crainte, monsieur. Nous vous recontacterons. Nous nous reverrons. Cole retourne dans son vaisseau. La porte se fond dans le fuselage. L'engin s'élève avec un léger bourdonnement et disparaît dans le ciel nocturne à une vitesse fulgurante. En rentrant chez lui, Derenberger est en état de choc. Il raconte tout à sa femme, il va téléphoner à la police de Parksburg et va accepter que son histoire soit
relayé dans les médias locaux. L'affaire va faire grand bruit et va attirer l'attention de l'ufologue John Keel, qui l'interviewe longuement. Derenberger affirme que Cole va tenir sa promesse et il va régulièrement communiquer avec Derenberger par télépathie. Derenberger va même finir par déclarer qu'Ingrid Cole l'a amené à bord de son vaisseau pour visiter sa planète d'origine qui s'appelle l'Anulos, située dans la galaxie de Genemède. Il décrit l'Anulos comme un monde nudiste utopique où l'argent n'existe pas. Il est à noter que cet événement est arrivé à peu près à la même période qu'il y a eu une augmentation pas drastique, mais relativement notable de déclarations d'avoir repéré des objets volants non identifiés ou même des disques dans le ciel, des objets lumineux dans le ciel de l'Ohio. Dans notre récit d'aujourd'hui, l'histoire de Woodrow Derenberger, aussi fascinante soit-elle, n'est que la pointe de l'iceberg. On s'éloigne légèrement de Point Pleasant à Clendenin, une petite ville située à environ 160 km au sud-est de Point Pleasant, près de la capitale de l'État qui est Charlestown. Le cadre est lugubre à souhait, le petit cimetière boisé de Kunz. Cette fois, c'est 5 hommes de la classe ouvrière qui vivront une rencontre particulière très différente de celle de Derenberger. Le 12 novembre 1966, soit 10 jours après la visite d'Ingrid Cole, 5 hommes sont au travail. Ils sont en train de creuser une tombe dans le cimetière. C'est un travail qui est physique, qui est difficile. Ils sont entourés par la forêt dense typique de la Virginie occidentale. Soudain, leur attention est attirée par un mouvement inattendu dans la canopée voisine. Selon le récit de Kenneth Duncan, une forme gigantesque s'élance soudainement depuis les arbres qui bordent le cimetière. Duncan décrit l'entité non pas comme un oiseau géant, mais très spécifiquement comme une forme humaine de couleur brune. Cette créature humanoïde possède des ailes massives dans le dos. Contrairement à un oiseau qui décollerait avec fracas, la créature ne bat pas des ailes. Elle s'élance des branches et plane de manière totalement silencieuse, glissant dans les airs juste au-dessus de la tête des 5 hommes, passant d'un bouquet d'arbres à un autre, hors de leur vue. L'événement ne dure que quelques secondes, mais va laisser les 5 fossoyeurs stupéfaits, incapables de comprendre ou d'identifier ce qui vient de survoler leur lieu de travail. Après avoir vu cette chose, Kenneth Duncan et ses collègues, qui sont des hommes rudes et pragmatiques, vont décider de ne pas en parler à personne. Ils craignent par-dessus tout les moqueries de la communauté et surtout de passer pour des fous, des ivrognes. Et ils vont garder l'incident pour eux à ce moment-là. On se déplace à peine 3 jours plus tard, le 15 novembre 1966 vers 23h30. 2 jeunes couples naviguent dans les méandres de la zone TNT à bord d'une Chevrolet noire de 1957. Il y a Roger Scarberry de 18 ans au volant, sa conjointe Linda 19 ans à ses côtés et leurs amis Steve Mallett 18 ans et Mary 19 ans sur la banquette arrière. La zone TNT, c'est l'ancienne usine de munitions. C'est un labyrinthe de routes de terre sinueuses, flanqué de bois dense et de gigantesques igloos de béton. C'est sombre, isolé et parfait pour les jeunes de la région qui veulent rouler tranquillement ou flirter dans un parking. La Chevrolet s'approche d'un grand bâtiment en briques qui était connu sous le nom de la North Power Plant, qui était dans le fond l'ancienne centrale électrique de la zone. Soudain, les phares de la voiture balayent le côté de la route et illuminent quelque chose près des grilles de l'usine. Linda va tout simplement pousser un cri. 2 cercles d'un rouge écarlate, brillants comme des réflecteurs de vélo, fixent le véhicule depuis l'obscurité. La créature est bipède, d'apparence humanoïde et massive, estimée entre 2 mètres et 2 mètres 15. Grisâtre se fondant presque dans la pénombre, elle possède de grandes ailes, environ 3 mètres d'envergure, qui sont repliées sur son dos. La créature ne semble pas avoir de tête ni de cou distinct. Les yeux rouges de 10 cm de diamètre semblent incrustés directement dans le haut de son torse.
Au sol, la créature semble maladroite. Elle se déplace en glissant les pieds, un peu en se dandinant comme un pingouin, pour s'éloigner des phares vers la porte ouverte de la centrale. Pris d'une panique absolue, Roger va écraser l'accélérateur, faire demi-tour et s'enfuir le plus rapidement possible de la zone TNT. Ils rejoignent la route 62 en direction de Point Pleasant. C'est là que le cauchemar prend une autre dimension. Les passagers vont regarder à l'arrière du véhicule dans la vitre et ils vont tout simplement hurler. La créature les a suivis. Selon les témoins, la créature n'a pas pris son élan au sol. Elle s'est élevée verticalement comme un hélicoptère avant de fondre sur eux. Roger pousse sa Chevrolet jusqu'à 160 km/h, mais la bête reste au niveau de la voiture, planant juste au-dessus du toit, sans même battre des ailes. À travers la carrosserie, les couples entendent le cri de la bête. Ils le décrivent comme un grincement aigu, comme une grosse souris ou un disque vinyle passé à l'envers à toute vitesse. Le harcèlement dure plusieurs kilomètres. La créature va seulement les abandonner à la limite de la ville de Point Pleasant, tout près de l'armurerie locale, disparaissant dans la nuit. À minuit passé, la Chevrolet s'arrête en trombe devant le tribunal du comté de Mason. Les 4 jeunes, en larmes, tremblants et hystériques, vont raconter leur histoire au shérif adjoint Millard Halstead. Halstead les connaît depuis qu'ils sont des enfants. Donc il sait que c'est pas des farceurs ou des délinquants. Il déclare même plus tard: s'il m'avait raconté ça dans d'autres circonstances, j'aurais ri. Mais là, la peur dans les yeux était réelle. Halstead décide donc de retourner vers la zone TNT. Il trouve aucune trace de la bête. Mais Halstead va noter un détail étrange. Sa radio de police capte des fortes interférences statiques et un brouillage inhabituel dès qu'il s'approche de la centrale électrique. Par souci de suivre une chronologie logique, j'ai omis de mentionner un détail crucial dans cette histoire qui va la lier à d'autres. Pendant leur fuite frénétique, les couples vont remarquer la carcasse d'un gros chien étendu sur le sol. Plus tard dans la nuit, lorsqu'ils vont retourner avec le shérif Halstead sur les lieux de la zone TNT, bizarrement, le cadavre du chien a disparu. Beaucoup d'ufologues, dont John Keel, vont faire immédiatement le lien avec l'histoire de Newell Patridge, le fermier de Salem dont le chien Bandit avait disparu le matin même après avoir aboyé contre une créature aux yeux rouges dans sa grange. Dès le lendemain, le 16 novembre, le shérif George Johnson va convoquer les journalistes à une conférence de presse. Ces derniers vont s'emparer de l'affaire et un journaliste va même baptiser la bête le Mothman, en référence à Batman qui est diffusé à cette époque. L'Amérique entière va tourner ses yeux vers Point Pleasant. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. On est toujours le 16 novembre 1966, moins de 24 heures après que le couple Scarberry et Mallette ait fui en panique la zone TNT. L'histoire fait déjà les gros titres de la presse locale, mais la région étant tellement vaste, l'histoire n'a pas le temps de se rendre à tout le monde pour le moment. Marcella Bennett, une jeune mère de 21 ans, se rend en voiture chez des amis, la famille Thomas. Leur maison est particulièrement isolée. Elle se situe sur un chemin de terre à l'extrême lisière, voire à l'intérieur selon les limites de l'époque, de la zone TNT. Marcella est accompagnée de son beau-frère, Raymond Wamsley de 19 ans, de la femme de ce dernier, Catherine, et de sa propre fille, Tina, un bébé qu'elle porte dans ses bras. Vers 21h, la voiture se gare devant la résidence des Thomas. Raymond et Catherine sont les premiers à sortir du véhicule et à se diriger vers la porte d'entrée. Marcella sort du véhicule côté passager avec la petite Tina dans les mains. En refermant la portière, son regard est attiré derrière le véhicule par un mouvement dans l'obscurité. Au début, dans la pénombre, Marcella pense voir le corps d'un homme qui serait étendu au sol. Mais la créature commence à se lever, lentement. La créature se redresse de manière presque mécanique, se déployant jusqu'à atteindre une taille gigantesque, bien plus qu'un homme ordinaire. Elle décrit une silhouette massive, d'un gris terne qui se fond dans la nuit. Comme les témoins de la veille, le détail qui frappe Marcella avec la force d'un coup de poing, ce sont les yeux. 2 disques rouges incandescents fixés
directement sur elle. Contrairement aux adolescents de la veille qui ont pu prendre la fuite avec leur véhicule, Marcella subit ce que de nombreux ufologues et chercheurs décrivent comme une tétanie paralysante. Un état de choc presque surnaturel souvent associé aux événements liés au Mothman. Sous le regard de la créature, Marcella est littéralement pétrifiée. Ses muscles refusent de lui obéir. Dans sa terreur absolue, elle lâche prise et fait tomber la petite Tina sur le sol de gravier. En entendant son bébé pleurer, l'instinct maternel de Marcella va instantanément briser la paralysie. Elle se jette au sol, agrippe l'enfant contre sa poitrine et se met à ramper frénétiquement en hurlant vers la maison des Thomas. Raymond et Catherine, alertés par les cris, vont sortir de la maison et vont venir prêter main forte à Marcella pour justement la faire pénétrer à l'intérieur du domicile des Thomas, verrouillant la porte à double tour derrière eux. Ce qui suit est sans doute le moment le plus angoissant de l'histoire, parce que la créature ne s'enfuit pas tout simplement dans les bois. Elle va les suivre. Une fois à l'intérieur, la famille Thomas et leurs invités, terrorisés, entendent des bruits lourds sur le porche en bois de la maison. La bête est là, juste de l'autre côté de la porte. Puis le cauchemar culmine. À travers l'une des fenêtres, ils aperçoivent la créature qui les scrute. Les deux énormes yeux rouges brillent dans l'encadrement de la vitre, observant l'intérieur de la maison avec une curiosité froide et inhumaine. La famille contacte immédiatement la police, mais le temps que le shérif adjoint les rejoigne, la créature va avoir le temps de disparaître dans l'obscurité, ne laissant derrière elle qu'un silence de mort. Après cette nuit, Marcella ne sera plus jamais la même. Elle sera plongée dans un état de choc persistant, souffrant de violentes crises de panique et de terreur nocturne. Son traumatisme est tel qu'elle devra consulter un médecin à plusieurs reprises pour obtenir des tranquillisants et tenter d'apaiser ses nerfs détruits. Pour de nombreux chercheurs, le Mothman ne se contentait pas d'effrayer visuellement. Sa simple présence semblait irradier une terreur pure et indicible. Est-ce que vous en voulez encore? Je l'espère vraiment parce que le récit est encore loin d'être terminé. Nous entrons ici dans la phase la plus étrange et la plus tentaculaire de l'affaire. Si l'histoire de Point Pleasant s'était seulement arrêtée au Mothman, ce serait un autre cas de cryptozoologie. Mais en 1966 et durant toute l'année 1967, la petite ville d'ordinaire si tranquille mute en ce que les ufologues appellent une zone fenêtre. Le Mothman se fait plus discret, laissant la place à une véritable invasion d'anomalies de haute étrangeté, ciblant directement les témoins et les journalistes pour les faire taire ou les rendre fous. C'est ici qu'arrivent les hommes en noir. Oubliez la culture pop et les agents du gouvernement avec leur espèce de gadget mémoriel. Les Men in Black qui débarquent à Point Pleasant au printemps 1967 sont décrits par les témoins comme des entités profondément dérangeantes, évoquant des êtres qui tenteraient d'imiter des humains de manière maladroite et terrifiante. Ils sont souvent décrits comme ayant un teint très pâle, cireux ou au contraire très basané, olivâtre, rappelant l'apparence d'Indrid Cold. Leurs traits sont figés. Certains témoins remarquent l'absence totale de sourcils ou de cils. Leurs yeux sont souvent dissimulés derrière d'épaisses lunettes noires. Lorsqu'ils les retirent, leur globe oculaire semble bombé ou protubérant. Ils portent des costumes noirs, des chemises blanches et des cravates sombres. Le détail troublant, leurs vêtements semblent dater des années 40 ou 50, mais sont dans un état absolument neuf. Sortis de l'usine, leurs chaussures ont parfois des semelles inhabituellement épaisses, comme pour masquer leur véritable démarche ou leur taille. Ils se déplacent à bord de berlines noires, souvent des Cadillacs ou des Lincoln anciennes, flambant neuves, immatriculées dans des états lointains ou des plaques non répertoriées. Ces voitures dégagent souvent une odeur forte de produits chimiques, de soufre ou d'huile fraîche. Les Men in Black vont cibler précisément les habitants qui ont rapporté avoir vu des ovnis ou le Mothman. Ils se présentent chez eux, souvent la nuit, se présentant comme des agents de l'Air Force, des vendeurs itinérants, des agents de recensement,
posant des questions absurdes et intimes avant de proférer des menaces voilées pour exiger leur silence. Mary Iyer, l'énergique correspondante locale du journal The Athens Messenger, est au cœur de l'affaire. C'est elle qui publie les témoignages et attire l'attention de l'ufologue John Keel. Elle devient la cible privilégiée de ces entités. Un après-midi de 1967, un homme en noir entre dans son bureau. Il porte une chemise à manches courtes, ses bras sont d'une maigreur cadavérique et sa voix est monocorde, presque métallique, comme un disque défectueux. Il s'exprime avec une syntaxe hachée et pose des questions incohérentes sur les observations locales. Soudainement, l'attention de l'homme va se fixer sur un stylo à billes qui est posé sur le bureau de Mary. Il le regarde avec une fascination hypnotique, comme s'il s'agissait d'un objet d'une technologie extraterrestre. Mary, mal à l'aise, lui propose de le garder. L'homme saisit le stylo, éclate d'un rire mécanique et totalement artificiel, puis s'enfuit en courant dans la rue sans demander son reste. Peu de temps après cet incident, Mary Iyer va être réveillée en pleine nuit par d'autres individus en noir, frappant violemment à sa porte, la plongeant dans un état d'anxiété permanent. Et là, la ville entière va soudainement sembler être enveloppée dans un champ électromagnétique aberrant. Le réseau téléphonique de Point Pleasant devient un canal de communication totalement inexplicable. De nombreux témoins, dont les familles Scarberry, Mallette et Bennett, reçoivent des appels à toute heure du jour et de la nuit. Lorsqu'ils décrochent, il n'y a personne au bout du fil. Seulement des bruits de respiration lourde, des cliquetis mécaniques ou des successions de bips électroniques intenses qui ressemblent à du code morse accéléré. John Keel, qui séjourne dans le motel de la région, devient le réceptacle principal de ces appels. Son propre téléphone est mis sur écoute par une force inconnue. Il dit qu'il entend des clics constants. Des voix métalliques et déformées l'appellent pour lui délivrer des prophéties souvent catastrophiques concernant des crashs d'avions, des pannes de courant ou des assassinats politiques mondiaux. Certaines prédictions se révéleront fausses et d'autres, étrangement, seront exactes, ce qui va pousser John Keel au bord de l'épuisement mental. Pour couronner le tout, la haute étrangeté va finir par franchir le sol des foyers. Des phénomènes dignes de maisons hantées vont éclater chez les personnes qui sont liées à l'affaire. Les portes s'ouvrent et se ferment toutes seules, des bruits de polo résonnent dans les escaliers ou sur les toits, les téléviseurs s'allument spontanément, les ampoules explosent sans raison et des objets du quotidien disparaissent pour réapparaître dans des endroits impossibles. C'est face à cette avalanche de phénomènes incohérents, les ovnis, les Men in Black, les poltergeists, le Mothman, la télépathie, que John Keel développe sa célèbre théorie. Pour lui, tout est lié. Ces entités ne viennent pas de l'espace intergalactique comme des extraterrestres, mais d'un spectre invisible de notre propre réalité, les ultraterrestres. Elles manipulent les ondes lumineuses électromagnétiques et l'esprit des témoins pour créer un théâtre cosmique absurde, se nourrissant de la peur et de la confusion des humains. Pour la fin de notre histoire, on doit maintenant se téléporter à la fin de l'année 1967. Nous sommes le vendredi 15 décembre 1967. Il est environ 17h. La nuit est déjà commencé à tomber dans la vallée de l'Ohio et la température va frôler les moins 2 degrés Celsius. Le Silver Bridge, ou pont d'argent, est un majestueux pont suspendu inauguré en 1928 qui relie la ville de Point Pleasant de la Virginie occidentale à celle de Gallipolis en Ohio. En cette période des fêtes, il est surchargé. C'est l'heure de pointe, les habitants rentrent du travail, beaucoup traversent la rivière pour faire leurs achats de Noël en Ohio. Le pont, qui est conçu à l'origine pour des Ford Model T, est rempli de lourds camions, des grosses berlines des années 60 qui sont littéralement collées par choc à par choc. Soudainement, à 17h04, un craquement assourdissant. Les témoins le décrivent comme un coup de fusil géant qui déchire l'air. Du côté de l'Ohio, l'un des maillons de la chaîne de suspension cède. Le pont commence immédiatement à vriller sur lui-même. En l'espace d'à peine 20 secondes, l'intégralité de la structure métallique, les tours, les chaînes et le tablier routier s'effondrent comme un château de cartes. 37 véhicules piégés dans les embouteillages sont précipités dans le vide. Certains s'écrasent sur les berges, mais la majorité plonge dans les eaux noires et glaciales de la rivière Ohio
à plus de 20 mètres en contrebas. Les opérations de sauvetage commencent immédiatement dans le chaos le plus total, mais l'eau est trop froide et le courant est trop fort. Le bilan final est effroyable. 46 hommes, femmes et enfants perdent la vie. Mary Ayer, la journaliste dont je vous parlais un petit peu plus tôt, qui est au cœur de l'affaire du Mothman, va perdre de nombreux amis et des voisins dans ce drame. L'étrange détail de cette histoire-là, c'est que à partir de la soirée que le pont s'est effondré, toutes les manifestations paranormales se sont arrêtées d'un coup. Juste de même. Le Mothman n'a plus jamais été signalé à Point Pleasant. Les hommes en noir ont disparu de la région et ont cessé d'harceler les habitants. Le ciel s'est vidé de ses ovnis. Les appels téléphoniques poltergeist se sont tus. C'est comme si l'effondrement du pont avait brutalement fermé la fameuse fenêtre interdimensionnelle qui s'était ouverte au-dessus de la ville. L'arrêt soudain des phénomènes a donné naissance à la légende urbaine moderne qui divise les théoriciens en deux parties. Pour beaucoup, le Mothman était un prophète incompris, une entité extradimensionnelle attirée par l'énergie d'un désastre imminent. Il apparaissait pour essayer d'avertir la population qu'une tragédie allait se produire, mais son apparence terrifiante l'a fait passer pour un monstre. Pour d'autres, le Mothman et les Men in Black étaient les architectes du chaos, des entités parasites, les fameux ultraterrestres de Keel, qui se sont installés dans la ville pour se nourrir de la peur et de la confusion des habitants, orchestrant le drame du pont comme l'acte final de leur pièce de théâtre cosmique. John Keel, profondément atteint par la tragédie, il se sentait un peu responsable parce qu'il avait reçu des appels qui prédisaient des désastres imminents. Lui, il pensait que ça s'agirait d'une panne à la vue des installations de la zone TNT. Il va donc quitter la ville meurtrie avec la certitude que les humains ne sont que des pions dans un jeu qui le dépasse. Histoire totalement incroyable et surréelle, je vous l'accorde. Évidemment, vous aurez compris que plusieurs théories ou explications sont venues défendre la réalité et le rationnel, voulant mettre fin aux mythes paranormaux. On va commencer par Woodrow Derenberger. Face à ces déclarations de plus en plus farfelues, très typiques des contactés des années 50-60, le public et ses amis se retournent contre lui. On le traite de fou, perd son emploi, sa femme, incapable de supporter la pression médiatique, les appels anonymes, les moqueries, demande le divorce. Derenberger va déménager et va mourir en 1990, s'accrochant jusqu'à la fin à sa version des faits. Pour les sceptiques, Derenberger va avoir été la victime d'une hallucination hypnagogique au volant ou a simplement inventé l'histoire pour se rendre intéressant. Pour John Keel, en revanche, Derenberger a réellement vécu un événement traumatisant sur la route 77. Mais Keel estime que Cole n'était pas un extraterrestre, c'était un ultraterrestre. Une illusion psychique projetée pour manipuler Derenberger et le pousser à se ridiculiser publiquement avec des histoires de l'annulus. Concernant le Mothman lui-même, dès 1966, on a eu des réponses qui ont été apportées par le docteur Robert L. Smith, qui est un professeur de biologie à l'Université de Virginie-Occidentale. Ça serait juste un oiseau. Ben oui, la réponse est plate de même, ça serait juste un oiseau. La grue du Canada, c'est un oiseau massif. Elle peut mesurer jusqu'à 1,20 m de haut, avec une envergure d'aile dépassant les 2 mètres. Cet oiseau possède une large zone de chair nue et rouge vif autour des yeux. Dans l'obscurité, éclairée par des phares, cette tache rouge peut donner l'illusion de 2 énormes yeux rouges et espacés. Les témoins ont décrit un cri strident, un peu comme un disque qu'on ferait jouer à l'envers. La grue du Canada possède justement un cri guttural, très fort et discordant, qui ressemble presque à un bruit mécanique. La grue du Canada ne vit pas normalement en Virginie-Occidentale. Le Dr Smith a suggéré qu'un spécimen avait pu s'égarer de sa région. Un oiseau inconnu, immense et vu de nuit, a suffi pour tromper le cerveau de quelques témoins. Pour des enquêteurs modernes comme Joe Nickell, un célèbre sceptique du paranormal, l'explication la plus plausible n'est pas la grue, mais un grand rapace nocturne comme la chouette rayée ou le grand-duc d'Amérique, très commun dans la zone TNT.
Contrairement à la grue, les rapaces nocturnes possèdent un tapetum lucidum au fond de l'œil, une couche réfléchissante qui agit comme un miroir dans la nuit. Piégés dans les phares d'une voiture, les yeux d'un hibou brillent intensément et renvoient une lueur rouge ou orangée éblouissante. Vous vous rappelez sans doute que les témoins ont insisté que la créature volait sans battre des ailes, donc elle planait finalement au-dessus d'eux. Les hiboux ont des plumes spécialement adaptées pour voler dans un silence absolu. Lorsqu'un hibou plonge depuis une branche vers une proie ou fond vers une voiture, il plane les ailes figées. Au final, vous allez me dire, mais Jérôme, comment un oiseau de 60 cm peut se faire passer pour un monstre de 2 mètres? Je vous accorde que la question est bonne, mais dans le noir total, le cerveau humain perd ses repères au niveau de la profondeur et de la distance. Si un hibou vole à 3 mètres devant une voiture dans la pénombre, par exemple, le cerveau apeuré peut l'interpréter comme une créature géante qui volerait à 15 mètres de lui. Une fois que le journal de Point Pleasant Register a publié le 16 novembre l'histoire des deux jeunes couples, la psychose s'est installée. Du jour au lendemain, des centaines de personnes effrayées se sont mises à patrouiller dans les bois avec des lampes torches, s'attendant à voir un monstre. Cette théorie-là, elle est épaulée par le phénomène de pareidolie. C'est le phénomène psychologique qui pousse le cerveau à voir des formes familières, souvent des visages, des silhouettes, dans des stimulus aléatoires. Dans ce contexte de terreur, une ombre projetée par les arbres, un sac poubelle accroché à une branche ou un banal animal dans la forêt devenait instantanément le Mothman. La peur a littéralement fabriqué les dizaines de témoignages ultérieurs. Ensuite, les fameux hommes en noir. Si on écarte la thèse des ultraterrestres ou des cyborgs extraterrestres, l'explication des Men in Black repose sur 3 piliers très ancrés dans les années 60. Nous sommes en pleine guerre froide. L'US Air Force mène officiellement le projet Blue Book pour enquêter sur les ovnis. Il est fort probable que de véritables agents de renseignement, que ce soit la Air Force, le FBI ou des agences locales, se soient rendus à Point Pleasant pour interroger les témoins, surtout près d'une ancienne usine de munitions comme la zone TNT. Ces agents portaient le costume réglementaire. Costume noir ou sombre, chemise blanche, et avaient des méthodes d'interrogation froides, maladroites ou intimidantes pour éviter la panique du public. Vous savez que le folklore des Men in Black existait déjà dans, si je peux l'appeler ainsi, la communauté ufologique, déjà dans les années 50 en réalité. Ça, c'est grâce à l'auteur Albert K. Bender. Sachant que Point Pleasant faisait la une des journaux, il est prouvé que des passionnés d'ovnis, des journalistes ou simplement des farceurs se soient déguisés en costume noir pour aller effrayer la population et se faire passer pour des agents du gouvernement. Je vous l'accorde, c'est peut-être pas l'idée la plus brillante, mais bon, on se divertissait comme on pouvait dans les années 50, dans les années 60. C'était comme ça. John Keel était fasciné par les Men in Black avant même d'arriver à Point Pleasant. Les sceptiques l'accusent d'avoir posé des questions orientées aux témoins. Si un vendeur d'assurance un peu insistant et mal à l'aise passait chez Mary Hire avec un costume noir de mauvaise taille, le prisme de la paranoïa ufologique le transformait immédiatement en entité non humaine. Les appels silencieux, les bips électroniques, les voix métalliques, c'est terrifiant dans un film. Mais dans ce cas précis-là, on a des explications techniques et sociales très prosaïques. À l'époque, les centraux téléphoniques ruraux étaient électromagnétiques et notoirement peu fiables. Les lignes croisées, les interférences statiques, les bruits de cliquetis, les commutateurs dans le fond, et les bruits de respiration dus aux lignes partagées, ce qu'on appelait les party lines, étaient monnaie courante. Ce qu'un habitant effrayé interprétait comme un code extraterrestre n'était souvent qu'un défaut de câblage. Dès que le nom des témoins comme les Scarberry ou Mary Hire ont été publiés dans le journal local, ils sont devenus des cibles. Des adolescents ou des personnes malveillantes auraient pu s'amuser à appeler chez eux en pleine nuit pour respirer bruyamment au bout du fil, marmonner des menaces ou faire des bruits bizarres. Ça allait quand même me dire, Jérôme, reste l'histoire des poltergeists. Tu sais, comment un téléviseur pourrait s'ouvrir spontanément comme ça, pourquoi les portes claquaient,
Pourquoi qu'il y avait des objets qui se déplaçaient dans la maison sans raison apparente? Toutes les maisons font du bruit, que ce soit le bois qui travaille, les canalisations qui sifflent, les courants d'air fort qui font claquer les portes, les ampoules qui grillent. En temps normal, on y prête pas d'attention, mais rappelez-vous, quand que le cerveau, justement, est influencé par ce genre d'histoire, quand on vient d'être poursuivi par un monstre aux yeux rouges, puis que vous êtes convaincu d'être la cible de forces obscures, ben chaque grincement de parquet devient la preuve qu'une entité invisible est dans la pièce. Les témoins comme Marcella Bennett, qui a fait une crise de tétanie, ou Woodrow Derenberger, qui souffrait d'un stress immense, aggravé par le harcèlement des journalistes et de leur communauté, avec ce niveau d'anxiété-là, couplé au manque de sommeil, provoque de la paranoïa, des pertes de mémoire, comme oublier où est-ce qu'on a mis un objet, ou des hallucinations auditives légères. Puis aussi, on va se le dire, là, dans des cas, appelons-le comme ça, d'hystérie collective, lorsqu'on a quelqu'un de plus ou moins crédible ou que vous connaissez bien, que ce soit dans le village, dans votre rue, dans votre quartier, peu importe, commence à affirmer que sa télévision s'allume toute seule à cause des ovnis, ben ses voisins vont commencer à surinterpréter tous les petits événements qui vont survenir dans la maison, comme justement peut-être une défectuosité au niveau d'un téléviseur, une ampoule qui va brûler soudainement. Ça va créer une illusion d'activité de poltergeist généralisée. Finalement, pour le pont, au milieu des rumeurs, l'enquête officielle menée par le NTSB, le National Transportation Safety Board, va révéler que la tragédie n'avait rien de surnaturel sur le plan mécanique. La conception du Silver Bridge reposait sur une suspension à bord à œil qu'on appelait I-bar. L'enquête démontrera que le pont a cédé à cause de la rupture d'une seule de ses barres au niveau du joint C13N. Une micro-fissure liée à la fatigue du métal et à la corrosion s'est développée sur plusieurs décennies. Le plus effrayant d'un point de vue technique, c'est que ce défaut critique était totalement invisible et indétectable par les spécialistes. Le pont, malmené par le gel et le poids écrasant de véhicules bien trop modernes pour lui, était condamné d'avance. Aujourd'hui, l'ancien pont suspendu n'est plus, il a été remplacé par une structure moderne. Au centre de Point Pleasant, on a une statue du Mothman qui continue de fixer les passants avec ses yeux rouges. Derrière le folklore touristique puis les t-shirts souvenirs, faut jamais oublier que cette affaire-là s'est terminée par un drame humain effroyable en ce glacial mois de décembre 1967. Que ce soit un ange annonciateur de tragédie ou simple bouc émissaire d'une erreur d'ingénierie ou d'une défaillance en fait, le mystère reste entier. Que la ville de Point Pleasant ait été la victime d'une gigantesque hystérie collective ou le véritable épicentre d'une faille interdimensionnelle, la vérité reste sans doute enfouie sous les flots glaciers de la rivière Ohio. Mais la légende, elle, est immortelle. La prochaine fois que vous roulerez dans les rues d'une région isolée et que vos phares croiseront deux possibles yeux rouges dans l'obscurité, posez-vous la question, ce serait peut-être pas simplement un oiseau? D'une façon ou d'une autre, dites-vous une chose, à chaque fois que vous allez vous promener sur une route isolée de campagne durant la nuit, ça pourrait pousser votre cerveau à s'égarer aux lisières du paranormal. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. J'avais pas publié de vidéo depuis, si je me souviens bien, le 31 octobre 2025. Donc ça datait quand même pas mal. Je pense que le temps me manquait et que j'avais vraiment beaucoup d'autres occupations. Maintenant, mon horaire s'est libéré. Et je peux me remettre à en faire. Je peux pas conserver le rythme que j'avais auparavant, mais surtout que là, je suis en train de prévoir d'autres projets dans ma vie. J'ai donc décidé de changer un petit peu le décor. En fait, la caméra est tout simplement tournée de l'autre côté. Mon ancien décor est toujours placé en face de moi présentement. Donc, j'ai été plus dans la simplicité.
Ben, vous l'avez sûrement remarqué, j'ai mis mon texte sur la gauche justement pour me donner une petite chance lors du montage. Et je me suis dit, du temps que l'histoire reste intéressante, reste à la limite cohérente, même si on parle de paranormal, je me suis dit que ça dérangerait pas nécessairement l'auditoire que je lise mon texte un petit peu en avant d'eux. Donc j'espère, je me croise les doigts que ça vous dérange pas. Mais enfin bref, je vous remercie d'être là avec moi. Et ça va me faire plaisir de revenir avec vous pour d'autres histoires. J'ai une liste, mais longue, de sujets que j'ai pas encore partagé avec vous. Donc, si le temps est toujours là, inquiétez-vous pas, on va se retrouver encore bien souvent au Lisière du Paranormal. Merci. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite maintenant à aimer, commenter, partager et surtout à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Si vous avez une histoire à me raconter, écrivez-moi, les infos sont en description. Et si vous désirez continuer l'aventure au Lisière du Paranormal, vous pouvez poursuivre avec cette vidéo affichée à l'écran.